place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes aux Rencontres ludiques de Lyon, donc nous sommes début juin, le 11 pour être précis, et on est avec Bruno des 99 Monkeys. Salut Bruno, est-ce que ça va ? Oui, ça va très bien, bonjour. Donc à Cannes, on avait pu discuter un petit peu avec toi et tu nous avais parlé de votre prototype Los Angeles Vice Division et tu vas nous en parler un petit peu plus, tu vas nous expliquer comment ça se joue. Alors rappelle-nous le but de Vice Division. Alors le but du jeu, c'est d'incarner un inspecteur de la police de Los Angeles dans les années 40 et de résoudre des enquêtes policières qui sont tirées d'enquêtes réelles qui n'ont jamais abouti et pour lesquelles on propose une solution fictive. Pour autant, chaque joueur va avoir une mission commune qui est de devenir le capitaine de la police. Donc le but, c'est de faire des petits coups fourrés aux autres joueurs pour s'assurer de la place de capitaine de la police, tout en même temps essayer de collaborer avec eux pour résoudre les enquêtes parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est de la coopération, mais on a quand même un gagnant clair en fin de partie. Est-ce qu'il y a une condition de défaite du coup ? Non, il n'y a pas de condition de défaite. On compte simplement les points que les joueurs ont accumulés en fin de partie. Et un joueur va être promulgué vainqueur par rapport à ce nombre de points. Mais grosso modo, les joueurs vont avancer dans l'histoire et c'est avant tout le plaisir de découvrir la narration de chaque enquête. Alors comment ça se passe une enquête ? Comment va se passer la partie type ? Est-ce que donc c'est a priori ça va être un jeu à scénario et comment on s'y prend finalement ? Oui, donc c'est effectivement un jeu à scénario, donc les joueurs vont commencer par sélectionner le scénario auquel ils veulent jouer. Donc le jeu final bénéficiera d'un mode campagne, donc les scénarios pourront se suivre les uns après les autres chronologiquement pour s'étendre de 1940 à 1949. Donc les joueurs choisissent leur scénario qui amène un certain nombre d'enquêtes et chaque joueur va devoir sélectionner une enquête qu'il aura envie de résoudre. Ensuite on choisit le personnage qu'on veut incarner, l'un des inspecteurs que l'on veut incarner en fonction de sa psychologie, un petit peu comme dans un jeu de rôle. Et ensuite, une fois que les personnages ont été choisis, on customise les caractéristiques du personnage en lui attribuant un vice, un défaut et un don naturel. Et il pourra également gagner en niveau qui correspond donc aux promotions professionnelles pour atteindre le rang de capitaine. Chaque personnage a également une aptitude qui lui est propre, qui est un pouvoir spécifique qu'il pourra utiliser pendant la partie. D'accord, et du coup j'imagine que tous les flics sont un petit peu ripoux parce que tu parlais de vices et de défauts. Donc est-ce qu'ils sont mêlés à l'enquête ? Est-ce que le coupable se trouve dans les personnages ? Ah non. Alors le coupable peut se cacher parmi les témoins que les personnages vont avoir à interroger, mais ou potentiellement être une autre personne qui n'est pas parmi les témoins, mais il n'est jamais parmi les inspecteurs de la police. Les vices que les inspecteurs vont embarquer vont simplement servir pour les autres joueurs à faire pression sur ces joueurs pour obtenir de leur part plus d'informations ou surtout de les rétrograder pour être sûr de s'approprier la place de capitaine à sa place. Et du coup, comment se passe un tour de jeu ou un tour de table ? Est-ce qu'il y a une séquence type que tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors le jeu se déroulera de toute manière en 15 tours. Donc ça fonctionne par cycle de 3 tours. 2 tours de jour et 1 tour de nuit. Donc matin, après-midi et soir. Et donc ça se passe sur 15 tours. Ça a une grande importance parce que les témoins vont être influencés par le cycle jour-nuit et ils ont deux niveaux d'apparition, une apparition pour le jour et une apparition pour la nuit. Donc en fait ils se baladent dans la ville de Los Angeles qui est représentée sur le plateau et les témoins vont être positionnés sur les slots qui leur sont propres tandis que les joueurs eux vont se balader de district en district qui sont nos cases. Donc le but du jeu va être de rencontrer ces témoins en se déplaçant de quartier en quartier et les interroger pour récolter leurs cartes indices qui vont nous permettre de trouver la solution à notre enquête. Donc une enquête, c'est une carte à faire qui correspond à un petit livret qui va positionner le premier témoin de l'enquête et vous donner l'effet de départ de cette enquête. Vous avez également l'objectif qui correspond
aux cartes preuves qu'il faut trouver dans la partie et qui correspondent à des spécificités de l'enquête, ces preuves. Est-ce qu'il y a toujours un alibi, un coupable et un mobile? Est-ce que... Ça change, c'est pas forcément alibi, mobile, coupable. Il peut y avoir aussi l'arme et la victime par exemple. Voilà, différentes choses pour personnaliser l'enquête. Et ces cartes preuves, on trouve des indices dans les cartes indices pour savoir justement quel est l'alibi, en l'occurrence, d'une enquête. Donc les indices qu'on va récupérer vont nous pointer vers quelque chose de... On va nous dire que par exemple l'alibi c'est peut-être que le coupable faisait ceci. Et du coup, cette carte d'affaires et les cartes qui sont dedans, c'est juste pour confirmer, c'est ça? C'est ça. En fait, on va interroger des témoins qui vont nous donner des cartes. Et dans ces cartes, elles vont parfois parler justement de ces preuves. Et à chaque fois qu'on tombe sur une preuve dans les indices, ça va fonctionner en système d'entonnoir. La première carte sur laquelle on va tomber va ouvrir un champ des possibles. Et plus on va tomber sur des cartes qui parlent de cette preuve, et plus on va se focaliser sur la solution. Les cartes preuves sont effectivement la manière de s'assurer de la solution. Et c'est un autre joueur qui récupère les cartes preuves de l'enquête du joueur qui va lui servir de maître de jeu. Donc en l'occurrence, chaque joueur est à la fois enquêteur de son affaire et maître de jeu de l'affaire d'un autre joueur. Alors je vois d'autres choses, je vois des dés avec des phases particulières, je vois aussi des événements. Alors comment on les utilise et comment on fait pression sur les autres joueurs? Alors les dés en fait sont la monnaie qui va servir au joueur pendant son tour pour dépenser des actions. Je disais tout à l'heure que les inspecteurs auront des vices cachés, et ces vices cachés sont représentés sur les faces des dés à 8 faces. Et ces faces correspondent précisément aux événements, aux cartes événements qui sont ici. À chaque tour, un joueur va lancer un certain nombre de dés d'action et de dés de vices, et ceci est affiché en fait et précisé dans leur badge qui leur servent de niveau. Et à chaque tour, donc, il lance un certain nombre de dés, et c'est avec ces phases de dés qu'il va dépenser des actions pour réaliser des choses d'inspecteur, donc interroger des témoins, se déplacer dans la ville, etc. À ce niveau-là, il y a un système de stratégie, parce que le joueur va chercher à cacher son vice, donc il va chercher à dépenser certains dés pour bluffer les autres joueurs et lui faire penser qu'il s'agit que son vice est autre chose que ce qu'il n'est pour de vrai. Et les cartes événements sont rattachées précisément à ces vices pour donner un peu plus de narration qui va dans ce sens. Donc tout à l'heure, on se demandait si les vices avaient une relation avec le fait que le joueur soit le coupable. Je dis bien que non, mais... Par contre, si on tire souvent des cartes événements qui sont liées par exemple à l'alcool, votre personnage va avoir une tendance narrative et immersive à l'alcool, parce que toutes les cartes qui sont liées à ce vice parlent de ça et du fait qu'il force un petit peu trop sur la bouteille. Ok, du coup vous prévoyez combien de scénarios pour la boîte de base 9 ? Alors, pour 9 ans. Voilà, en fait, il y en aura une dizaine, puisqu'on commence à 1940, et après, il y en aura un par année, donc 1941 jusqu'à 1949. Donc, on part sur 10, et chaque scénario appelle un certain nombre d'enquêtes. Donc, un scénario n'est pas une enquête, un scénario appelle des enquêtes. Donc, c'est une série de parties. Tu penses faire combien d'enquêtes par scénario? 3, 4 Alors le jeu est prévu de 2 à 6 joueurs, donc certains scénarios iront jusqu'à justement ce nombre de 6 joueurs, donc il y aura 6 enquêtes. Un certain nombre d'autres seront plus limités en nombre d'enquêtes, simplement pour pouvoir faire des parties tutoriels ou des choses comme ça. D'accord, et du coup on a parlé à Cannes de l'éventualité d'un financement participatif, d'un Kickstarter. Vous en êtes où? Parce que a priori ça devait arriver pour le début d'été. Donc qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
Oui, on a nos dates de travail qu'on ne souhaite pas communiquer pour l'instant, simplement parce qu'on veut faire le projet le plus qualitatif possible. Donc on fait tous les festivals possibles pour recueillir l'avis des joueurs, l'opinion sur des points de détail dans le gameplay et tout ça. Donc on cherche avant tout à verrouiller le jeu avant de s'imposer, de se tirer une balle dans le pied et d'imposer une date à tout le monde qui risque de décevoir parce qu'on va devoir se presser. Donc oui, on a nos dates de travail, mais pour l'instant on ne donne pas de date officielle et par rapport à cette date de l'été, ça fait longtemps qu'on n'est plus dessus, simplement parce qu'on a eu par exemple une bonne nouvelle à l'époque du Quai du Polar où des auteurs de livres de polar ont accepté de rejoindre l'aventure pour nous et d'écrire des scénarios pour nous, et donc pour pouvoir leur laisser le temps de digérer le jeu, de bien s'immerger par les parties et tout ça, on a décidé de reculer nos dates de travail pour être le plus qualitatif possible. Mais du coup, vous vous assurez d'avoir une vraie qualité d'écriture derrière des scénarios, donc d'avoir un potentiel ludique et une bonne qualité d'écriture. Donc. Tout à fait, ouais, c'est le but. On n'imagine pas faire un jeu narratif sur une époque très fantasmée sans apporter cette qualité-là, quoi. Comment est-ce que vous envisagez le Kickstarter pour vous? Est-ce que c'est juste un moyen d'évaluer la portée du projet, de faire une espèce d'étude de marché, ou alors est-ce que vous pourriez le produire sans le financement participatif? Non, on a des possibilités pour le financer sans la campagne Kickstarter. Notre but avec ça, c'est avant tout de toucher le plus proche possible le public et d'avoir des retours immédiatement par rapport à l'accueil du projet. On trouve que c'est un outil qui est absolument formidable à ce niveau-là, et on veut avant tout faire une campagne pour ça, en fait, toucher le public, avoir son avis le plus large possible, et bien sûr jauger l'accueil du projet. Parce que comme on en a parlé à Cannes, on a des envies pour développer le projet, la gamme. Donc faire une suite dans les années 50 et une troisième dans les années 60 et s'arrêter là, parce que nous, notre but, c'est de faire une trilogie pour définir ce qu'est le polar américain. Donc c'est pas l'idée de faire des suites pour simplement gagner de l'argent si ça marche, c'est qu'on a une vraie vision de ce qu'est le polar, et pour nous ça va de 1940 à 1960, et voilà, et évidemment de pouvoir développer le projet quand même, parce que c'est un bébé qu'on suit maintenant depuis presque 2 ans, donc si en plus le public nous suit vraiment dès le Kickstarter, on aurait vraiment la possibilité de le développer, quoi. J'imagine que le Kickstarter, vous prévoyez les boîtes en français et aussi en anglais? Français, anglais et allemand, certainement. J'ai une autre question du coup par rapport à la politique du Kickstarter, parce qu'il y a toujours des contreparties un petit peu plus exclusives, du matériel additionnel, de l'exclu Kickstarter. Certains éditeurs commencent à se dire que c'est pas une si bonne idée que ça, et ils vont simplement choisir d'avoir la meilleure boîte de base possible plutôt que de rajouter beaucoup de contenu. Vous vous situez où sur ce curseur? Plutôt dans l'abondance de matos pour les joueurs, ou alors est-ce que vous avez envie de fournir la même expérience à tout le monde? Je pense qu'on veut fournir la même expérience pour tout le monde, simplement parce qu'on conçoit le jeu avant tout pour concevoir un bon jeu, pas pour faire une campagne Kickstarter. Donc on n'a pas de stratégie de développement du projet par rapport à la campagne Kickstarter. Le jeu auquel on va jouer, il est complet en l'état. On n'a pas freiné certaines features en se disant on en fera une extension potentielle pour le Kickstarter, ou un ajout spécifique aux contributeurs. Le jeu auquel on va jouer, il est complet en l'état. Ça sera le même pour le Kickstarter et le même pour ceux qui l'achèteront en boutique derrière. Et du coup, chez 99 Monkeys, est-ce que vous préparez des projets peut-être un petit peu plus petits, un petit peu moins ambitieux pour sortir d'autres titres? On a effectivement, on a d'autres idées de projets. Maintenant, pour vous dire s'ils vont être plus petits, plus gros ou identiques, c'est encore trop tôt. Ça sera simplement des projets qui tourneront toujours autour de la même envie éditoriale de bosser avant tout un univers. Et alors pas forcément un univers réaliste, parce que là on parle de Los Angeles 1940, donc même si ça apporte du fantasme, ça emmène quand même un bagage assez réel derrière.
On peut très bien faire des sujets de SF par exemple, ou choses comme ça. Mais l'idée, c'est avant tout de développer des univers que les joueurs peuvent fantasmer et qui sont très riches et sur lesquels on va pouvoir développer une base qui sera complète. Donc on a effectivement d'autres projets en tête aujourd'hui, c'est trop tôt pour en parler. Mais à mon sens, on aime bien ce type de projet. Donc il y a quand même des chances qu'on soit toujours sur ce type de projet et ce type d'ambition de projet. Ok, bah écoute, merci beaucoup Bruno. Donc on se dit à bientôt sur Ludovox. Ça marche, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Darling, when that train roll up and out, I come walking out, come walking out. When that train roll up and out, I come walking out, come walking out.